La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur e-radio. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans votre émission Espace politique qui reçoit aujourd'hui Pape Touré, c'est le coordinateur des cadres de Andi Dieuf PADS de Landing Savané, et Mamadou Gaïndé Badiane, coordonnateur du Grand Parti, dans le département de Pikine. Mamadou Gaïndé Badiane, bonjour. Bonjour Antoine. Alors, aux auditeurs de la e-radio. Très bien. Émission également sur e-TV. Le gouvernement est en vacances. Les différents ministres sont dans leurs activités extra-gouvernementales. Le président de la République est hors du pays également. Il est à Biarritz, au sud de la France actuellement. Ses détracteurs disent, pendant que les Sénégalais souffrent, Macky Sall et son gouvernement, cela coule douce. C'est votre façon de voir les choses? Écoutez Antoine, je pense qu'il a le droit, le président de la République, qu'il a le droit d'aller en vacances, comme tout bon citoyen, quand il en a les moyens et les possibilités. Le gouvernement aussi, au nombre des ministres, ils ont aussi le droit d'aller en vacances. Mais maintenant, dans chaque pays aussi, il y a un contexte qui influe énormément sur la posture de ses dirigeants, voire même de ses populations, et qu'aujourd'hui, donc, le Sénégal connaît quand même beaucoup de difficultés. Donc, le président de la République a effectivement le droit d'aller en vacances, mais moi qui suis de Pikine et qui viens de Pikine, c'est un département où le Promoville aujourd'hui et les travaux du Promoville sont en arrêt, avec des difficultés dues à la dette intérieure. Donc, je ne vous apprends rien. Oui. Et quand il pleut, les populations ont un problème de déplacement, de contournement, parce que les rues sont bloquées, les routes sont bloquées à cause des travaux. Les travaux du TER qui traversent Pikine par Guinaw Rail est aussi à l'arrêt, sont aussi à l'arrêt. Et que nos femmes, pour aller à Thiaroye, ont des difficultés énormes. Je viens de Pikine où les services de santé posent problème pour les populations, parce que les populations n'ont même pas de quoi se soigner, les moyens de gérer les besoins primaires. Je viens de Pikine où le bilan du président Macky Sall peut être résumé en une arène nationale et à la construction ou du moins la réfection d'une mosquée. Donc, le président de la République a effectivement le droit d'aller en vacances, mais nous aussi de Pikine, nous avons, je pense, le droit Vous avez vos priorités. D'exiger la décence, oui, l'élégance, qui fait que vraiment nous demandons au président d'écourter ses vacances pour venir au chevet des problèmes de la population. En d'autres termes, il y a des priorités qui sont là et que les gouvernants devraient plus penser à ça qu'à la coulée douce, comme disent les détracteurs des ministres de la République et du président de la République. Voilà. Nous avons, dans tous les pays du monde, les chefs d'État et leurs familles vont en vacances. Donc, nous n'avons rien contre les vacances du président de la République. Oui. Mais je pense qu'en termes de priorité et de contexte, aujourd'hui, les Sénégalais ont besoin que le chef d'État soit plus près de leurs besoins. Très bien. C'est donc à l'instant Mamadou Gaïndé Badiane de Andi Dieuf du Grand Parti, je veux dire. C'est l'autre invité qui est de Andi Dieuf PADS. Il vient de nous rejoindre dans ce studio. Il s'agit de Pape Touré. Bonjour Pape Touré. Bonjour, c'est entendu. Alors, on parlait tout à l'heure des vacances gouvernementales avec les critiques à l'endroit du président de la République et des ministres pendant que les priorités sont là. Ils sont en train de se la couler douce. Ce sont des termes utilisés par les détracteurs du président de la République. Votre commentaire là-dessus? Je dirais simplement en fait qu'on est dans un pays en fait de libre expression, que certains pensent effectivement que les gouvernants, après disons une dure campagne, un dur travail en fait sur ces 8 premiers mois, aient droit en fait à un peu de repos et de l'ordre du normal, mais enfin on leur laisse en fait
Ce point de vue, qui est un point de vue que vous aurez compris, assez partisan, ce n'est pas ça le plus important. C'est quoi le plus important? Le plus important, c'est de se dire que ce pays a des institutions. Et Dieu merci, nous ne fonctionnons pas, en fait, par stratégie individuelle. C'est-à-dire que l'administration est au travail, les hauts fonctionnaires de l'État sont au travail, les responsables politiques, à commencer par le président de la République, sont joignables H24. Donc, en fait, c'est tout ça. Je pense que c'est un débat d'ordre purement politique. Oui. Et qui n'a pas vraiment, en fait, disons, de consistance, en fait, au plan économique. Pas de consistance au plan économique. Mais quand il y a eu tout ce commentaire, c'est parce que il y a dans les réseaux sociaux une photo du président de la République avec son épouse qui circule. Ceux qui sont peut-être en difficulté vont dire, bon, cela ne pense pas à nos difficultés. Est-ce que cela ne peut pas se comprendre quand les gens réagissent ainsi? En fait, la question n'est pas de se dire est-ce qu'on comprend, en fait. D'une façon générale, nous sommes un pays, disons, en développement, qui est confronté à un certain nombre de difficultés, comme un peu partout dans le monde. Mais je pense que être un homme politique, c'est prendre la hauteur. C'est prendre la hauteur, c'est pas, en fait, être prisonnier du gouvernement, en fait, des réseaux sociaux. Je pense qu'on attend de nos hommes politiques, de la classe politique, un niveau de réflexion un peu mieux articulé que de simples photos, en fait, transmises, en fait, par les réseaux sociaux. Très bien, vous suivez Espace Politique. Nous recevons aujourd'hui Pape Touré, coordonnateur des cadres de Andijef PADS de Landing Savané, et Mamadou Gaïndé Badiane, coordonnateur du Grand Parti dans le département de Pikine. C'était juste une fausse ouverture pour respecter les jargons journalistiques. Alors, les activistes au Sénégal, Adama Gaye en prison pour offense au chef de l'État. Guy Marius Sagna vient de sortir de prison après près d'un mois dans les liens de la détention. Les activistes sont-ils en mauvaise posture au Sénégal? Oui. Pour moi, non. Je ne pense pas. Moi, je pense que j'ai l'intime conviction que l'activisme dans ce pays se porte très bien et pour plusieurs raisons. Vous savez, moi, je pense que activisme et prison peuvent faire bon ménage. Parce que l'activisme, en fait, c'est d'agir tout le temps, c'est de repousser l'interdit. À chaque fois, et que la plupart du temps les gouvernants, peut-être pour un encadrement qui fait que quand tu repousses donc un interdit, donc la police est obligée d'agir. Donc quand on est activiste et avec cet engagement, il est possible souvent qu'on soit arrêté. Donc ça fait bon ménage. Mais pour moi, dans ce pays, beaucoup de personnes ne palpaient pas réellement le niveau ou l'engagement des activistes dans ce pays. Et c'est aujourd'hui, avec l'enfermement d'Adama Gaye et Guy Marius Sagna, que les gens commencent vraiment à prêter l'oreille, à prêter une attention particulière donc aux activistes. Oui. Donc pour moi, et ceci malheureusement à cause d'une mauvaise politique de musellement donc du régime en place. Forcément, il y a du musellement dans ces deux cas. Absolument, parce que malgré les faits qu'on leur reproche. Pour le cas spécifique de Guy Marius Sagna, par exemple, je pense que c'est une tentative de musellement et que c'est une détention arbitraire. Une détention arbitraire dans la mesure où je pense que chaque Sénégalais aujourd'hui a le droit de dénoncer, a par exemple le droit de la liberté d'expression qui lui permet de donner ses positions, surtout quand il s'agit de gestion de ressources nationales garanties et par la Constitution qui lui permet d'en parler. Et je veux citer par exemple deux articles, l'article 25, un seul article donc de la Constitution, 25.3, qui dit que tout citoyen a le devoir, donc doit défendre la patrie contre toute agression et de contribuer à la lutte contre la corruption et la concussion. Donc aujourd'hui, je pense que tout est parti de l'histoire de nos ressources
naturel, et que quelqu'un comme Guy Marius Sagna, donc de façon arbitraire, donc il a été retenu et il doit être libéré. Il bénéficie actuellement d'une liberté provisoire, mais je pense qu'il doit être libéré pour plusieurs raisons. Vous savez, dans un pays, l'activisme dans ce pays ira crescendo. Parce que quand le chef de l'État, par exemple, la famille donc, du chef de l'État, je veux citer la famille Faisal, par exemple, vivent dans l'opulence pendant que le peuple est dans la dèche, je pense qu'il y aura toujours des Guy Marius Sagna qui vont s'opposer par les actions et que l'activisme, il ne faut pas oublier que ça a toujours existé dans ce pays. Oui. Depuis, par exemple, l'activisme par pacifique, tiré depuis Gandhi, où les gens, donc par les sittings, par les grèves de faim, tout ça, c'est des formes d'activisme qui existent au Sénégal, les marches et autres. Et donc, ça va continuer tant que donc, une répartition transparente de nos ressources pour toutes les populations de ce pays ne sera pas effective. Et pour le cas Adama Gaye, parce que vous vous êtes beaucoup attardé sur le cas Guy Marius Sagna. Pour le cas Adama Gaye, je l'ai dit tantôt dans une presse de la place, j'ai dit que je suis un ami Facebook de Adama Gaye, donc je suis au courant de pratiquement tous ses posts. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que j'ai toujours tiqué par rapport à la virulence de ces propos, et qu'aujourd'hui, je pense que effectivement le droit donc d'expression il est là, le droit d'opinion il est là, donc les Sénégalais doivent en jouir à gogo, mais il faudrait aussi respecter l'honorabilité et la dignité des personnes, et de surcroît la première institution de ce pays. Donc je demanderai peut-être au président de la République donc d'être plus indulgent à son égard, et à la limite de le libérer, parce qu'il faut reconnaître qu'il est le garant des institutions et qu'il a la possibilité de tolérer. Le Sénégal est un peuple de tolérance. Nous lui demandons d'être indulgent par rapport à Adama, mais demandons aussi aux responsables donc de vraiment montrer un autre visage, celui-là qui consiste à être plus responsable dans leurs propos, à être plus respectueux, à être plus révérencieux donc des dirigeants de ce pays. Très bien. Je pense qu'on peut faire de la politique sans véritablement écorcher l'honorabilité des personnes. Très bien. Mamadou Badiane, alors, Pape Touré, est-ce que les activistes sont traqués au Sénégal, comme le disent certains, ou muselés? Vous savez, en fait, vous leur donnez une importance en fait qu'ils n'ont pas. D'abord, j'ai du mal à comprendre. Ils font partie quand même de l'opinion. Oui, ils font partie de l'écosystème. De l'espace public. Ils font partie d'un écosystème d'expression collective. Mais cela ne veut rien dire, en fait. Ou on est un homme politique ou on ne l'est pas. Que des hommes politiques, en fait, déguisés, veuillent, en fait... à la merci, si vous voulez, de certaines opportunités s'exprimer, tant bien pour eux, mais ils doivent prendre également, en fait, la responsabilité de leurs actes. Vous savez, en fait, il y a deux choses dont qu'il faut éviter au Sénégal. C'est la politique spectacle, qui consiste à vouloir occuper en permanence le devant de la scène, en fait, pour un oui ou pour un non, au point de décrédibiliser la parole publique des hommes politiques. Et également ce qu'on appelle en fait la politique caniveau, c'est la politique des tabloïds, et qui consiste en fait à vouloir s'emparer de tout élément anodin et en faire, si vous voulez, une tragédie antique. C'est le cas aujourd'hui. Alors, je pense qu'aujourd'hui, concrètement, pour revenir à votre question, il n'y a aucun musulman, aucune traque de qui que ce soit dans ce pays. Nous sommes un pays avec des institutions solides. Nous avons une administration organisée. Et il faut aujourd'hui, en fait, clarifier définitivement la question, si vous voulez,
de la séparation des pouvoirs. Oui. Nous avons une justice qui fonctionne suivant un double mécanisme. Le premier, c'est la politique pénale mise en œuvre par le biais des parquets. Et vous avez maintenant la politique, si vous voulez, judiciaire, qui est indépendante, qui est le fait de magistrats professionnels. Alors, partant de là, si nous voulons faire de ce pays vraiment un pays respecté, il faut arrêter de décrédibiliser en fait la justice. Quand vous êtes arrêté pour une raison ou pour une autre, votre dossier fait l'objet d'une instruction par des professionnels de la justice. Oui. Et les retenus dans les liens de la prévention ont droit à toutes les garanties judiciaires, à commencer par celle d'un avocat. Et donc, il y a des procédures d'instruction judiciaire. Donc, j'aimerais qu'on place le débat sur une problématique technique, parce que c'est très facile, effectivement, de dire qu'on traque concrètement, il faut en faire la démonstration. Et puis surtout, je crois qu'il faut avoir de ce pays un certain respect, à commencer par celui des institutions. Cela est aussi bien valable pour ces citoyens, en fait, qui prennent la parole. Ils ont le droit de le faire dans les conditions garanties par la Constitution. Quiconque s'en prend à nos institutions, mais doit pouvoir, en fait, en retour, s'expliquer. Là où il faut s'expliquer. C'est ce qui explique la situation actuelle avec ces deux cas. Oui, tout à fait. Quand vous prenez, en fait, je me félicite de ce que mon co-débatteur, M. Badiane, reconnaisse lui-même, en fait, que les injures à chef de l'État, en fait, sont absolument inacceptables. Où que vous alliez dans le monde, vous avez des institutions, en fait, qui sont respectées. La démocratie n'a jamais signifié, si vous voulez, l'absence de règles de droit. Monsieur Adama Gaye et monsieur Mansour, rappelez-moi son nom. Guy Marius Sagna. Non, journaliste en fait. Oui. C'est un journaliste qui a la libre opinion, en fait, la libre possibilité de faire valoir ses opinions, mais dans les conditions, en fait, vraiment de respect. Sinon, imaginez-vous, en fait, que chaque Sénégalais se mette, en fait, à adopter ce même comportement. On ne serait pas très loin, en fait, si vous voulez, de scènes de violence. Parce que, du côté, en fait, de la majorité présidentielle, on n'accepterait pas, effectivement, que les choses se passent ainsi. Du côté de M. Guy Marius Sagna, c'est très simple. Il appartient à un groupe, en fait, qui a jugé, qui a cru devoir émettre des opinions relativement inquiétantes sur la sécurité publique. Il y a eu des instructions pour s'assurer, en fait, que ces propos étaient fondés ou pas. C'est aussi simple que cela. Quand vous voulez faire de la politique, vous la faites, vous prenez vos responsabilités. Les Sénégalais ont eu l'occasion, en fait, de s'exprimer en temps et en heure sur leur choix de gouvernance. Ils l'ont fait de manière éclatante. Donc, de ce point de vue, il n'y a aucun problème particulier. Maintenant, c'est de bonne guerre, effectivement, que l'opposition soit toujours dans une stratégie de harcèlement politique. Ça fait partie de... C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Très Donc, bien. il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Vous suivez Espace Politique sur iRadio et iTV. Alors, Mamadou Badiane, on ne peut pas ne pas commenter deux affaires. L'affaire de la pharmacie Falidou Mbaké et l'affaire de Amar Mbaye à Thiès, l'affaire Amar Mbaye, à Thiès, la police citée dans ces deux cas. Commentaire sur ces deux sujets. Je vais juste... Oui, vous voulez ajouter quelque chose par rapport aux activistes. Voilà, justement, par rapport à la séparation surtout des pouvoirs dans ce pays. Vous savez, c'est de fait, quand les gens égratignent la plupart du temps cette séparation de pouvoir, c'est parce qu'ils font des observations qui sont plus ou moins douteuses de temps en temps. Oui. Comment, sur cette affaire, quand on dit que la Constitution garantit dans son article 1er, par exemple, l'égalité des citoyens donc devant la loi, et qu'un responsable du camp présidentiel, par exemple, il dit que la France, parce que Guy Marius Sagna a été arrêté parce que on lui reproche d'avoir fait
une fausse alerte donc au terrorisme de la France. Donc le responsable de l'APR, lui, il dit que si on a donné un bloc de pétrole à Total, c'est pour éviter que la France ouvre une brèche au terrorisme dans ce pays. Ça, je pense que tout le monde l'a entendu. Et en termes de fausse alerte ou d'alerte, je pense qu'on ne peut pas être plus éloquent. Donc, et la loi, ou du moins le procureur ne s'est pas autosaisi sur cette affaire. Donc, je voulais juste préciser cette affaire pour dire que comme s'il y avait deux lois, en fait, ou du moins deux traitements par rapport aux agissements des uns, dès l'instant que tu te situes donc du bord présidentielle ou de l'opposition. Donc ça, c'est une inquiétude. Oui. Maintenant, sur ces deux affaires. La bavure policière, je pense qu'elle a traversé le temps et les âges. Donc elle existe partout dans le monde. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec l'affaire de la pharmacie, il y a plusieurs versions qui ne permettent pas vraiment de... Qui se contradisent les unes, malheureusement, les autres. Et qui fait que on ne peut pas vraiment y aller à fond, ou ne pas être vraiment certain de ce qu'on dit. En tout cas, de toute façon, ce qui est clair et net, c'est que quel que soit le poste de responsabilité qu'un individu puisse avoir en charge, donc je pense qu'il faut toujours savoir raison garder. Qu'il soit le docteur ou qu'il soit le commissaire, chacun devait avoir vraiment une posture respectueuse par rapport aux populations, etc. Par rapport à la mort, par exemple, de Amar Mbaye, je présente mes condoléances à son père en passant, parce que Fatim Mbaye est le permanent du grand parti à Guédiawaye. Donc nous présentons nos condoléances donc à mon nom et au nom de tout le parti dans le département de Pikine. Donc c'est ça. Même là, la police a semblé dégager ses responsabilités par rapport à... Dans tous les deux cas. Dans tous les deux cas. Oui. Mais maintenant, nous souhaitons que force va rester à la loi et que l'enquête qui ici va être faite, et que si les responsabilités vont être situées, et s'il y a culpabilité du policier, qu'il soit... D'ailleurs, je pense qu'il a été mis aux arrêts, donc que la loi fasse son... Ce n'est pas encore établi, c'est des informations distillées ça et là. Le concerné même, semble-t-il, a parlé dans une... Les positions sont très contradictoires. Très contradictoires. Oui, sur ces deux affaires, positions contradictoires, beaucoup d'informations contradictoires aussi. Mais peut-être c'est lié à la nature des choses. Alors, Pape Touré, votre point de vue sur ces deux affaires, l'affaire de la pharmacie, Fadilou Mbaké, et l'affaire Amar Mbaye à Thiès. Mais écoutez, ce sont des événements regrettables en fait, qui impliquent des forces de police qui abattent un travail considérable pour la sécurité des citoyens. Et c'est le lieu, disons, de saluer leur implication, leur sacrifice, parce qu'on ne voit la police en fait qu'au travers d'un certain nombre d'incidents en fait individuels. Et c'est pour cela en fait que nous avons des procédures administratives qui permettent de pouvoir faire des enquêtes internes, donner la parole, disons, aux concernés, parce qu'également, en fait, la défense en conseil disciplinaire est un droit, en fait, garanti par le statut des fonctionnaires. Oui. Et c'est important que l'on puisse, en fait, statuer en ayant, en fait, un peu la pleine connaissance factuelle des circonstances. Donc c'est important que nos institutions administratives aient ce réflexe. On ne pourra jamais écarter toute bavure policière, mais l'important c'est après que les procédures soient suffisamment huilées pour permettre en fait vraiment à ce que des enquêtes approfondies se fassent et qu'on en tire en fait les conséquences. Alors pour ce qui est concrètement en fait de l'affaire en fait de la pharmacie, on a vu un peu comme tout le monde les images en fait circuler sur les réseaux sociaux. Certains ont même parlé de montage. Alors tout ça en fait tout ça pour dire en réalité
que nous sommes dans une période en fait un peu complexe. Manipulation dans tous les deux sens. On a beaucoup de choses. Moi, je me rappelle, il y a 30 ans de cela, en fait, pour ceux qui, ceux de l'époque, en fait, vous vous rappelez, quand on parlait en fait de la révolution en Roumanie avec le charnier de Timișoara, mais on s'est rendu compte, en fait, en réalité, que c'était des morts qu'on était allés déterrer. Bien des années plus tard, alors que ça a été le déclic, si vous voulez, en fait, à une révolution en Roumanie. Voilà. Et les choses aujourd'hui sont beaucoup plus complexes, en fait, à la faveur de l'extraordinaire développement des réseaux sociaux. C'est une bonne chose qui consolide, disons, en fait, la démocratie, en fait, l'implication citoyenne à la vie politique. Mais également, cela ne veut pas dire, en fait, que le politique, le judiciaire, doit vivre en permanence sous la pression des réseaux sociaux. Je serai le premier, en fait, à dire que nous ne sommes pas dans un gouvernement, en fait, de réseaux sociaux. Il y a des procédures administratives, disciplinaires, qui permettent, en fait, de pouvoir statuer en connaissance de cause, en fait, une fois que la clameur, en fait, est retombée. C'est ce qu'on attend, en fait, de dirigeants, c'est ce qu'on attend, disons, d'institutions fortes. Et encore une fois, comme disait le président Obama, nous avons besoin d'institutions fortes. Ce sont les institutions fortes qui permettent à ce pays, si vous voulez, et partout dans le monde, en fait, de tenir le cap du développement. Mais justement, beaucoup de citoyens peut-être s'interrogent, puisque dans les deux cas, la police est citée. Par conséquent, ils n'espèrent pas trop que la lumière va jaillir. Vous avez le même sentiment? Non, j'ai pas ce sentiment. Je pense que de toutes les façons, il n'y a aucun intérêt à couvrir, en fait, des faits délictueux. Ce n'est même pas, en fait, à l'avantage de la police. La police, en fait, procède à des milliers d'interpellations tous les jours. Et on est tout le temps heureux, en fait, que la police veille à notre sécurité, à la tranquillité des citoyens. La police effectue un travail extrêmement dur. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, qu'il pleuve, qu'il vente, voilà. Sous toutes les conditions, sous toutes les intempéries, la police est toujours, en fait, là debout. Donc, je pense qu'il faut rendre hommage à cette police. C'est déjà cela qui est le plus important. Parce que c'est en ayant, en fait, le respect réaffirmé de nos concitoyens que les policiers, en fait, prendront davantage, en fait, la mesure un peu de l'émoi que certaines situations individuelles peuvent créer. Mais je suis certain que dans la majorité des situations, les policiers sont, en fait, absolument respectueux, en fait, de l'ordre républicain. Et quand des événements viennent à troubler l'ordre public, je pense qu'il est de leur intérêt vraiment, en fait, de faire la part des choses. Mamadou Badiane, sentiment d'optimisme ou de scepticisme quant à l'issue de ces deux affaires puisque dans lesquelles la police est citée? Plutôt sentiment de scepticisme. Vous savez, dès que l'affaire s'est ébruitée, nous, ce qu'on a senti, c'est une solidarité de corps de part et d'autre, ce qui est normal. Et pour nous, peut-être que l'administration va pousser, mais au finish, je pense que les populations resteront à leur fin. Et la police, comme l'a dit M. Touré, et le Sénégal doit beaucoup de choses à cette police. Donc beaucoup de respect et de considération par rapport au travail colossal que la police est en train d'abattre dans ce pays. Donc big respect à la police, mais aussi il faudrait qu'en interne, que ce soit la brigade Provotal ou l'administration de la police, donc fasse plus attention et plus regardant de ses effectifs pour éviter quand même qu'à chaque fois la police s'emporte dans les manifestations, surtout, etc. Au point de créer tout le temps des blessés ou des disparus. Des morts. Alors, est-ce qu'on devrait réellement être scepticisme, puisqu'on a vu quand même des cas où la police a été impliquée, des policiers arrêtés, jugés et emprisonnés? Oui, mais cette affaire-là, vraiment, a démarré sur des chapeaux de roue qui font que une contradiction
tellement manifeste qui fait que c'est pas très très évident d'en attendre quelque chose. Mais nous espérons que avec la compétence et l'intelligence donc de notre police et de notre gendarmerie, que la lumière sera faite sur ces affaires. Oui. On l'espère. Pape Touré. Oui. Il y a deux types de procédures. Vous avez des procédures administratives internes qui permettent en fait à l'administration de faire l'audit des dysfonctionnements des services publics. C'est des choses qui sont courantes et ce n'est pas à la radio en fait que ces problématiques sont invoquées, mais tous les jours que Dieu fait, vous avez un système en fait d'audit en fait des procédures administratives. Alors, le deuxième type de procédure, c'est des procédures judiciaires, tout simplement. Et vous avez effectivement des magistrats instructeurs qui se saisissent en fait de dossiers pour pouvoir en fait apporter toutes les diligences judiciaires en fait nécessaires. Mais ce qui est le plus important, c'est le cadre institutionnel dans lequel, disons, ces affaires sont traitées. Vous avez bien vu en fait la réaction très rapide en fait du gouvernement en fait avec la suspension, disons, la suspension. Il a été relevé de ses fonctions. Il a été relevé de ses fonctions. Donc cela veut dire en réalité que l'État est extrêmement soucieux, disons, de la quiétude publique, et c'est également en fait une mesure qui montre aux citoyens l'intérêt de l'État à ce que les affaires, disons, policières soient les plus transparentes possibles. On ne pourra jamais, en fait, éviter des bavures. Hein. Même aux États-Unis, vous voyez bien, hein, vous avez des bavures policières tous les jours. En France, on a bien vu ce qui se passe avec les gilets jaunes, en fait, où on a considéré que s'il est là, en fait, il y avait un usage excessif de la force. Mais enfin, quand on parle de police, en fait, c'est le monopole de la contrainte publique. Ça, c'est une évidence. Et cela fait que ceux qui en subissent, en fait, disons, les rigueurs, s'en plaignent toujours. Je veux dire, c'est ainsi que va le monde. Il faut tendre, en fait, à ce que ces inconvénients soient les plus maîtrisés possibles. C'est ce que je peux dire. Mais ce que je crois réellement, c'est que nous ne sommes pas dans un pays, si vous voulez, de despotisme où la police en fait fait ce qu'elle veut. Vous avez des procédures de garde à vue qui sont encadrées, vous avez des procédures en fait de représentation des prévenus devant l'institution judiciaire. Vous avez tout un ensemble de maillons, si vous voulez, processuels qui permettent vraiment aux individus de pouvoir faire valoir un minimum de garanties citoyennes. Et tout homme politique, hein, qu'il soit du pouvoir en fait ou de l'opposition, est soucieux en fait de la défense en fait de ses libertés individuelles, hein, parce qu'aujourd'hui les choses en fait peuvent évoluer dans le temps, donc il est important qu'il y ait, si vous voulez, un minimum de mécanismes en fait de protection individuelle. Très bien. Je rappelle que vous suivez Espace Politique qui reçoit Pape Touré, coordonnateur des cadres d'Andijef PADS de Landing Savané, et Mamadou Gaïndé Badiane, c'est le coordonnateur du Grand Parti dans le département de Pikine. Alors, le dialogue national, on en parle dans cette émission, certains estiment que ça ne bouge pas trop, sinon le volet politique. Mamadou Badiane, comment voyez-vous l'évolution du dialogue national? Je ne parle pas du secteur politique, mais du dialogue national de façon générale. Oui, je suis le dialogue, parce que le grand parti que je représente sur ce plateau est engagé dans ce dialogue à travers le Front National. Et que pendant longtemps, vous savez que nous avions refusé donc d'aller donc sur la table pour discuter avec le régime en place, que nous avions jugé donc pas de bonne foi pour discuter politique, et qu'aujourd'hui, à l'époque donc, nous avions préféré donc sortir donc dans la rue pour exiger que les droits politiques soient respectés donc pour l'opposition. Et malheureusement, le peuple n'avait pas suivi. Le peuple qui est souverain n'avait pas suivi. Maintenant, un autre contexte
il est là, après donc les présidentielles de 2019, et que nous avons dit qu'il faudrait vraiment s'asseoir sur la table et dialoguer. Parce que c'est nécessaire, ne serait-ce que pour s'entendre sur l'essentiel en matière électorale et politique. Parce que aussi nous sommes une organisation politique. Ce qui est en train d'être fait. Ce qui est en train d'être fait. Maintenant, ce dialogue englobe aussi le dialogue social et tout. J'avoue que je suis de plus près l'aspect politique donc, du dialogue et qu'aujourd'hui, ça avance avec le report des élections locales et le suffrage universel direct pour les maires qui sont en train d'être donc matérialisés mais progressivement. Oui, finalement, on a l'impression que la politique a tout piégé. Absolument. Il n'y a pas que la politique, mais absolument, tout est focalisé autour du dialogue politique. Vous savez, même au Sénégal, on reproche, je vous le disais tantôt, on reproche donc aux politiques d'occuper l'espace national tout le temps. Et je pense que ça, c'est une réalité. Et ça s'est déteint sur le dialogue national parce que le dialogue social semble être un peu à la traîne, contrairement au dialogue politique qui avance. Donc, et je pense que rien que ça, c'est déjà bien. C'est déjà bien que les politiques s'entendent sur l'essentiel pour apaiser au moins le climat social. Oui. Donc, partant, donc, ça réglerait peut-être beaucoup de problèmes au niveau donc, du dialogue social. En tout cas, pour en revenir maintenant à ce dialogue politique, je pense qu'un grand pas a été fait. Ce pas-là qui consiste à élire au suffrage direct donc, le maire au niveau des localités. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal pousse vraiment vers une communalisation intégrale avec l'acte 3 de la décentralisation, ce qui est une bonne chose, c'est de retourner le pouvoir aux populations, nous sommes bien d'accord. Donc, dès l'instant, des années avant, avec la loi qui existait, donc les populations, les maires n'étaient pas souvent légitimes, ils pouvaient être légaux et pas légitimes. Tout à fait. Des manœuvres pouvaient être faites, le mode d'élection, etc. Beaucoup de choses. Oui. Donc c'est tout heureux donc, que ce mode d'élection est changé. Mais je pense qu'il y a d'autres choses qui sont, à mon avis, très très importantes. Par exemple, le transfert des électeurs. J'en parle souvent parce que moi, j'en ai fait les frais dans votre département. Dans notre département. Oui. Et qu'aujourd'hui, ce qui est grave, c'est que les gens, ils aillent dans des autres régions, sortir de l'argent, prendre des personnes, donc jouer, faire des fausses résidences, les inscrire dans des localités où ils ne devaient pas être légalement inscrits. Et le jour des élections, on les fasse venir pour qu'ils votent. Et mettant à nu ou vraiment égratignant complètement la transparence et la sincérité des élections au niveau de ces localités. Ce qui fait qu'une population peut avoir une pensée pour un maire, un individu qui veut élire et qu'au finish, des personnes venant d'ailleurs élisent un autre maire, ce qui est inadmissible, et que le dialogue national aujourd'hui devrait régler la question du transfert des électeurs. La question du fichier en général. Même s'il faut reporter N fois ces élections pour les régler définitivement, je pense que c'est très important parce que des personnes qui ne paient pas d'impôts dans un territoire donné ne peuvent pas véritablement avoir ou du moins influencer les destinées de cette population. C'est anormal. Très bien. Alors, Pape Touré, sur l'évolution du dialogue national, si vous voulez, on va s'attarder sur le dialogue politique parce que c'est les volets qui progressent. En réalité, en fait, je dirais que les journalistes également sont responsables de la chose. Vous contribuez un peu, en fait, à cette surmédiatisation de la politique, à cette hypertrophie en fait de l'espace politique, parce que vous avez également en fait des problématiques économiques et là critique fondée, voilà, on est d'accord. On aime bien en fait quand ça fait du show, voilà. Mais cela dit, en réalité, je constate avec plaisir que ces derniers mois, on a beaucoup parlé d'économie en fait dans notre pays. La question des ressources naturelles et disons une problématique éminemment économique. Donc je crois que de ce point de vue, tout dépend de l'angle d'approche
et de traitement des problèmes. Alors, pour rapidement, en fait, répondre à M. Badiane, en fait, sur l'histoire des électeurs transférés, voilà, en fait, transhumants, bon, j'y crois pas trop. Je pense que ça doit être, en fait, oui, c'est à la marge, en fait. Vous savez, vous avez toujours. Non, mais vous avez le transfert d'électeurs. Mais vous avez toujours, en fait, vous avez toujours des mauvais coucheurs, comme on dit. C'est les gens qui trouvent toujours raison, en fait, à leur défaite électorale. Alors, et c'est le cas avec l'opposition. Vous savez, je veux dire qu'il y a. Quand vous regardez les scrutins, les résultats, l'écart est tel qu'il c'est minime, qu'il évacue en fait à la marge en fait ces petits dysfonctionnements. Qu'il y ait un électeur ou deux, un autre en fait qui change de résidence en fait, mais c'est de son droit. Dieu merci, nous ne sommes plus à la période en fait de l'apartheid. Vous avez les passes. Vous savez ce que c'était les passes de l'époque, c'était vous ne pouviez changer, disons, de circonscription que sur autorisation en fait administrative. Vous avez la liberté d'établissement en fait dans ce pays qui est un droit reconnu. Alors je vois pas pourquoi en fait il faille dire que sous prétexte qu'une élection est en perspective, que chacun en fait doit être immobilisé dans un lieu, quand bien même que ce serait le cas. C'est marginal. C'est marginal parce que de toutes les façons, les populations, dans leur grande majorité, disons, se connaissent et ces questions, en fait, sont tranchées au niveau de l'espace local. D'accord, marginal. On va le considérer. Mais quand même, quand on nettoie, on doit tout nettoyer. Vous êtes d'accord? Mais écoutez, vous savez quand très on bien. assainit, on doit tout. Oui, mais vous savez très bien qu'il y a eu, en fait, plusieurs audits, et pas des audits, nationaux, des audits internationaux du fichier électoral. Oui, avec les experts de l'Union européenne. Voilà. Oui. Qui ont fichier dit que fiable à 98% selon le pouvoir, contesté par l'opposition aussi. Oui, mais je dis encore une fois, c'est une affaire de mauvais coucheurs. Voilà, vous avez toujours des gens, en fait, qui préparent toujours des élections, disons, en fait, des défaites annoncées. Alors, ils s'agrippent, en fait, à toutes sortes, en fait, de récriminations. Mais sur le fond, si vous n'êtes pas présent, si vous ne travaillez pas, en fait, à votre succès électoral, il y a très peu de chances, en fait, pour que vous remportez un quelconque scrutin. Donc, c'est important que dans ce pays, qu'on puisse avoir, effectivement, cette dynamique, en fait, électorale qui permette, en fait, à ce que des politiques, en fait, puissent avoir une implantation locale et avoir cette légitimité. Et en ce sens, en fait, l'élection des maires, en fait, au suffrage direct, est intéressante. Cela dit, en fait, ça ne changera pas grand-chose, en fait, parce qu'en réalité, vous aviez, en fait, précédemment, des têtes de liste, en fait, qui, en réalité, étaient un peu, disons, les futurs maires. Quand vous votiez pour telle liste, en fait, avec tel homme ou femme, disons, en tête de liste, en fait, vous saviez parfaitement que vous votiez pour le futur maire. Mais enfin, puisque les gens, en fait, ont adopté cette réforme, elle ne va pas fondamentalement changer l'organisation du scrutin municipal. Si c'est un point, en fait, qui peut permettre d'avoir un début, disons, en fait, d'accord, en fait, dans le cadre, en fait, du dialogue national, c'est une bonne chose. Cela dit, en fait, il faut repréciser que ce dialogue national, s'il n'a pas eu lieu précédemment, c'est parce que l'opposition a toujours refusé, disons, de participer à ce dialogue, à tort ou à raison. Peut-être pas toute l'opposition, une partie de l'opposition, non? Oui, mais de façon générale, ils ont toujours, en fait... L'opposition dite significative, vous voulez dire? Vous savez, les résultats sont là, on sait qui est significatif et qui ne l'est pas. Très bien. Vous savez, il y a eu beaucoup de mythes auparavant, en fait, tant qu'on n'était pas passé à l'épreuve, si vous voulez, des élections, à la première épreuve déjà, en fait, de sélection, en fait, des parrainages. Ça, c'était effectivement le premier filtre où chacun a démontré la mesure de sa popularité. Ensuite, il y a eu, en fait, les élections en grandeur nature, qui ont permis, disons, en fait, à ce que des partis bien structurés puissent gagner haut la main, en fait, ces élections. Donc, précédemment, je disais, en fait, que ce n'est pas faute d'avoir voulu
mettre en place un espace politique pacifié, normalisé. C'est simplement en fait qu'à l'époque, l'opposition pensait qu'il était plus intéressant pour elle d'avoir une stratégie, si vous voulez, de harcèlement en fait public dans les rues. Bon, cette procédure, en fait, cette stratégie n'ayant pas prospéré, ils en sont revenus à la raison, tout simplement. Donc, mais il n'est jamais trop tard, à mon avis, pour bien agir. Et nous les en félicitons de leur participation, disons, à ce concert républicain. Très nous bien. espérons, en fait, qu'il en sortira de grandes choses pour le profit du peuple sénégalais. Vous l'espérez, Mamadou Badiane? On l'espère. En tout cas, M. Touré est en train d'estimer, de sous-estimer quelque chose de très grave quand même, il faut le C'est reconnaître. quoi même? Quand des populations... Mais vous savez, on les fait faire des faux certificats de résidence. Ça, c'est faux, usage de faux et falsification. Ah oui, mais ça, il faut vous en prendre à vos chefs de quartier. Et c'est fait, même pas, même des autorités assermentées, élues par les populations, ils s'y mettent. Et vous avez la preuve de ce que vous annoncez? Mais c'est partout dans... Non, mais est-ce que vous avez déjà, une fois mis Un en cas place... patent. Est-ce que vous avez déjà intenté une procédure, en fait, de faux usage de faux? Non, pas du tout. Mais justement, mais nous, on est en train... Ce que nous voulons faire, de toute façon, au niveau du département de Pikine, c'est d'aller vers des pétitions orchestrées par des responsables politiques pour exiger que l'administration territoriale, au moins, soit plus regardant dans les inscriptions au niveau des listes électorales. Parce que il y a des transferts d'électeurs qui nous viennent de l'intérieur du pays, à qui on confectionne des documents, de faux documents, et qui sont inscrits indûment donc dans les listes électorales. Écoutez, moi je crois, une réalité. oui, mais écoutez, ça c'est, je vous laisse juge en fait de vos propres assertions. Très bien. Elles ne coûtent rien, et surtout qu'on est dans un espace assez climatisé où il est en confort en fait de pouvoir Non, c'est discuter. pas ça. Très bien. Alors, le dernier point que nous allons aborder n'a rien à voir avec la politique. La pluie vient de tomber après une très longue pause qui a créé une grosse inquiétude chez les paysans. Cela signifie que notre agriculture dépend encore de la pluie. Mais quelle politique agricole, Mamadou Badiane, l'État du Sénégal doit mettre en place? Je pense que l'État du Sénégal doit changer sa politique agricole. Vous savez, la façon dont vous avez formulé cette question montre à suffisance qu'aujourd'hui, notre économie, ou du moins notre agriculture, dépend vraiment de 2 mois de pluie. Oui. Et je pense que ça c'est très grave. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait au moins une politique dans un premier temps de maîtrise de l'eau. Parce que quand vous parlez de pluie en corollaire avec l'agriculture, ça veut dire qu'on a besoin d'eau pour de l'agriculture. Allez à Kersega, à quelques encablures de Dakar, mais il n'y a pas d'eau. Les jeunes sont tous dans les navétanes, ils ne peuvent plus cultiver parce qu'ils n'ont pas d'eau. Vous allez à Mbidjum, vous allez à Kermbirndao surtout, ils n'ont pas d'eau parce que donc ils n'ont une petite cuvette où les eaux convergent, où ils font leur petite agriculture. Donc ça veut dire qu'ils étaient de grands agriculteurs. Oui. Ça veut dire qu'ils n'ont plus aujourd'hui de l'eau pour cultiver. Donc moi je pense qu'il faudrait une politique de l'eau, une politique des ressources donc hydriques, ça veut dire que donc les rivières, les lacs et beaucoup de forages pour permettre à ces jeunes, au niveau surtout des Niayes, de s'adonner à l'agriculture pour le bien du pays. Ça c'est un. Deuxièmement, les terres. En fait, j'énumère des problèmes avant de globalement donner ma position par rapport à l'agriculture. Les terres, les agriculteurs du Sénégal n'ont plus de terres. Ces terres sont pour la plupart du temps maintenant attribuées aux étrangers. Vous savez, je vous donne l'exemple de Sénèque Indien à qui on a donné 5000 hectares de terre pour les pommes de terre. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ne serait-ce que notre consommation de pommes de terre à 80-70% est entre les mains des étrangers. Donc, et ça, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que derrière, il y a les soleils verts, il y a les domaines agricoles, donc de Saint-Louis, etc. Donc,
des étendues de terres qui sont attribuées donc à ces étrangers, pendant que les autochtones n'ont plus vraiment de lopin de terre pour cultiver. Donc, une réallocation des terres s'impose. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait travailler pour aller vers un droit de se nourrir de ce que nous produisons en termes d'agricole. C'est la fameuse thèse du grenier. Donc, ce qu'il faudrait, c'est, par exemple, l'intensification agricole pour une production alimentaire donc, et nutritionnelle, donc destinée aux populations. Il faudrait que les Sénégalais se nourrissent de ce que nous produisons au niveau local. Ça, c'est primordial. Donc, travailler vers ça et travailler vers une évaluation de l'agriculture, de l'agriculteur d'une façon générale, pour savoir ses moyens de vie, les livelihoods, comme on dit, et savoir aussi ses capacités d'action. Partant de là, essayer maintenant de mettre les conditions pour leur permettre de cultiver, de se nourrir de cette agriculture. Ça, je pense que le Sénégal doit retourner à ça et ne pas attribuer toutes nos terres aux étrangers et permettre ce flux d'agriculteurs un peu partout dans le pays qui n'ont plus de terre et qui ne savent plus à quel sens se vouer. Très bien. Quand on sait que le peu de choses qui a été fait par ce régime en direction des fameux domaines agricoles concertés, communautaires, etc., et que les suspicions de détournement de 29 milliards sont là, et que peut-être celui qui a été pointé au doigt est mis au frigo en attendant que les gens oublient donc cette rumeur. Donc il faudrait vraiment une autre façon de faire de l'agriculture au Sénégal. De l'agriculture au Sénégal. Très bien. Alors, Pape Touré, sur la question agricole, quelle agriculture pour notre pays, pour terminer? Alors, d'abord, je suis assez amusé, en fait, quand j'entends, en fait, mon co-débatteur, M. Badiane, parce que j'ai l'impression que nous ne vivons pas la même réalité, en fait, de ce Sénégal. Qu'est-ce qui vous amuse dans ce qu'il a dit? D'abord, en fait, j'ai l'impression vraiment qu'il a une guerre de retard. Regardez déjà, en fait, les statistiques agricoles, en fait, confirmées par le PAM, la FAO, le SILS, sur les campagnes, en fait, dernières de 2017-2018. Pour ce qui est en fait de l'horticulture, 1 500 000 tonnes. Là où dans les années 2000, on était à 1000 tonnes. Arachide, 1 million de tonnes. Coton, 20 000 tonnes. Mais vous avez en fait aujourd'hui un processus, disons, non seulement de diversification en fait de l'agriculture, mais également vous avez un processus, disons, en fait, d'indépendance en fait alimentaire qui s'installe dans ce pays. Quand vous regardez le riz, on est passé en fait d'un tonnage d'environ 300 000 tonnes aujourd'hui à 1 million de tonnes. Ce qui veut dire en fait que si nous maintenons le cap, d'ici 5 ans, en fait, il n'y aurait plus besoin en fait d'importer du riz. Il y aura l'autosuffisance. Il y aura l'autosuffisance alimentaire. Ça, ce sont en fait pas des faits allégués, ce sont des faits établis par des concessions, disons, tous les partenaires au développement. Oui, mais pour l'essentiel, notre agriculture dépend de la pluie. Ça dépend de la zone où vous vous trouvez. Si vous êtes par exemple dans l'Anambé, vous avez une agriculture irriguée. Vous allez en fait au nord, vous avez également une agriculture en fait de décrue, avec des doubles récoltes. Maintenant, si vous restez en fait dans le bassin arachidier, vous avez plus effectivement une agriculture pluviométrique. Oui. Et là, il faut quand même s'adapter. Comment s'adapter? Maintenant, en fait, il y a une chose qu'on ne pourra jamais régler. C'est la maîtrise, en fait, si vous voulez, du ciel. Nous prions et nous espérons, en fait, que Allah nous assiste. Oui. Au-delà de cela, ça fait combien d'années que nous cultivons l'arachide au Sénégal? Plus d'un siècle.
Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir, si vous voulez, en plein ferlo, une agriculture, en fait, irriguée. Parce que ça voudra dire, vous vous rappelez, en fait, les fameuses, disons, c'est ce que voulait faire Ouad, en fait, à Diouf à l'époque, hein, avec les vallées mortes, avec une irrigation, en fait, à partir, en fait, du fleuve Sénégal. Et on a bien vu, en fait, tous les problèmes que ça a posé. Les risques de contentieux riverains avec la Mauritanie. Tout à fait. Donc, il peut y avoir un certain nombre de solutions intermédiaires, en fait, qui vont être développées par les spécialistes de l'agronomie. Mais pour l'essentiel, je pense que l'agriculture sénégalaise, en fait, se porte bien. Elle a un taux de contribution au PIB de 16%, ce qui n'est pas trop mal. Donc, ce qui veut dire là où l'industrie fait 23%. Donc, cela veut dire aujourd'hui qu'il est possible, en fait, d'avoir une agriculture professionnelle. Maintenant, sur cette histoire, en fait, de razzia des terres par les étrangers, là, ça fait partie, en fait, des fameux mythes, en fait. Vous avez, en fait, les chiffres, en fait, des terres attribuées aux étrangers? Dites-le moi. Hein? Dites-le nous. Non, mais puisque vous l'avez affirmé, certainement, vous allez nous l'indiquer. Si ce n'est pas le cas, cela veut dire en réalité... C'est pas une réalité. C'est pas une réalité. Non, mais c'est très marginal. Vous avez les domaines, en fait, du Midi, en fait, oui. Bon, voilà, ça fait partie, si vous voulez, de l'agriculture, en fait, intensive d'exportation qu'il faut promouvoir. Nous ne devons pas faire du Sénégal un simple... L'agriculture au Sénégal doit être diversifiée. Elle l'est. Vous avez une agriculture familiale. Oui. Vous avez une agriculture familiale qui occupe plus de 90% en fait de la population rurale. Tout à fait. Et puis vous avez en fait une petite agriculture industrielle en termes, si vous voulez, de superficie et de nom, mais qui est intensive. Donc ceci aujourd'hui constitue l'un des facteurs de succès de l'agriculture sénégalaise et qui va tirer vers le haut tout le processus agricole. C'est comme cela qu'il faut voir les choses. Ne pas simplement se situer du point de vue de la lorgnette en fait du... Très bien. Voilà. Merci. Merci, Pape Touré. Oui, Badiane, je veux juste 15 secondes, oui, parce que nous sommes au terme de cette émission. Je n'ai pas discuté les chiffres de Pape Touré, mais ce dont je suis sûr, parce que je suis souvent sur le terrain, je sais que le seuil de résilience des agriculteurs en a pris un sacré coup. Très bien, c'est bien clair. Merci à vous, Mamadou Gaïndé Badiane. Vous êtes le coordinateur du Grand Parti dans le département de Pikine. Merci également à vous, Pape Touré. Vous êtes le coordinateur des cadres d'Andidjef à JPADS, donc, de Landing Savané. C'était un immense plaisir de vous recevoir dans Espace Politique sur ITV et iRadio. Au micro, Antoine Diouf, à la technique, Pierre Dieng, à la vidéo, Sélé Diallo. Restez en compagnie des programmes de iRadio et de ITV. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio.